pour les demandes de ceux qui ne pouvaient pas être là, mais qui étaient très intéressés au contenu, puis aussi que moi et Stéphanie, on puisse regarder le tout pour faire comme, voilà les points forts et tout, dans une optique d'amélioration continue. Donc, peut-être petite question brise-glace ce matin, là. Ah, on arrive ici, vous êtes là ce matin. On est dans une ère assez spéciale, donc j'aimerais vous poser une question par rapport à tout ce qui se passe présentement dans le monde. Quelle émotion vous habite, là? Puis on peut écrire ça là, dans le chat là, à côté. Donc, qu'est-ce que quelle émotion Avec quelle vous avez? émotion? Ouais, Oh, ben, j'allais dire avec quelle émotion vous arrivez ce matin. parfait. Merci Stéphanie. Ouais, désolée, je ne voulais pas te couper. Hum, on est en symbiose, nous, là, donc pas de problème. Ah oui, nous, ici, ça l'inspire urgence d'agir. En effet, il faut bouger, curiosité, toujours, beaucoup de frustration. Oui, Mhm. moi aussi, je partage beaucoup de frustration, incrédulité. Incrédulité, c'est un beau mot. C'est comme dire difficile à croire, peut-être. C'est-tu dans ce sens-là? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est difficile à croire. Excitation, mais aussi quand on voit l'état du monde. Ben, Laurence qui semble aussi affectée par ça. Enthousiaste d'être avec vous, mais découragé de notre monde, découragement, désir d'action, en effet. Ah, bon, ben vous êtes à la bonne place. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le partage de cette belle présentation en laissant aussi Stéphanie vous partager sa belle voix et son petit mot d'introduction. Ah, donc, ben, bonjour à toutes et à toutes officiellement. Et ben, on accueille aussi les gens qui se joignent à nous ce matin. Merci ben, pour ceux au Québec de peut-être vous être levés un peu plus tôt, de commencer plus tôt votre journée si ça vous sort de vos habitudes pour venir vous inspirer. On espère vraiment que ce petit webinaire va pouvoir ben, à la fois vous inspirer, mais aussi créer de l'espoir. Puis ben, finalement, en voyant toutes ces belles personnes qui sont rassemblées, déjà, moi, je me sens assez nourrie. C'est le fun finalement de, comme je disais un peu plus tôt, là, de revoir des visages que ça faisait longtemps, puis de finalement toutes les rassembler ensemble autour d'un sujet qui nous passionne. Donc, ben, pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Chevalier, la cofondatrice de Quintus, donc qui accompagne Maxime, Maxime qui prendra quand même le lead sur ce webinaire parce qu'on l'appelle affectueusement Monsieur Récit. C'est lui qui m'a comment dire, qui m'a immergée dans son univers. Puis c'est là, en fait, qu'on en a vu toute la puissance. Fait que j'avais juste envie de faire une petite introduction sur, ben, sur un peu Quintus, puis cet univers des nouveaux récits, comment il vit à travers l'entreprise. Parce que, bon, Quintus existe depuis bientôt 12 ans. Donc, on est né avec cette vision de devenir une agence de communication responsable pour accompagner les organisations acteurs de changement, donc avec des valeurs sociales, environnementales, pour justement les accompagner dans leur communication. Dans cette idée, je vais dire, entre guillemets, naïve que nous étions où nous étions il y a 12 ans, finalement, de vouloir changer le monde. Parce qu'en faisant rayonner ces organisations-là, l'objectif, c'était de pouvoir finalement rejoindre le plus grand nombre de gens et de changer les comportements. Ce qui finalement reste encore le cas aujourd'hui. Mais finalement, il y a eu ce moment pivot où ben, plusieurs choses sont arrivées dans la vie. De mon côté, ça a été la maternité qui a été vraiment comme un levier où ça m'a comme finalement c'est ça fait avoir une certaine crise existentielle pour le dire comme ça. Et où Maxime finalement ben lui a été formé animateur pro de la fresque des nouveaux récits. Et puis là ben, il est revenu avec les étoiles plein les yeux. Euh, et puisque Maxime et moi sommes quand même relativement très proches dans la vie, on se côtoie comme au quotidien, ben, il a pu finalement m'en parler davantage. Et c'est un peu à ce moment-là où finalement Quintus, tranquillement, de l'agence de communication, a pris, si je pourrais dire, cette tangente de studio nomade. C'est-à-dire que dans le fond, on a un peu changé le modèle pour vraiment mettre le nouveau récit au cœur de notre offre, où on continue d'accompagner le même type d'organisation, je dirais même un peu plus large, même au niveau des collectivités puis des territoires, avec au cœur cette approche de nouveau récit, où justement Maxime va pouvoir vous en dire plus en profondeur au courant du webinaire et vous donner des exemples concrets. Mais c'est vraiment cette idée, premièrement, de connecter en personne avec les gens travers des expériences qu'on offrait déjà depuis nos tout débuts pour ceux et celles qui ont vécu les Quintus à 7 dans nos débuts.
Euh, et puis, ben, par la vidéo, qui était vraiment ce médium qu'on continue à utiliser parce que pour nous, c'est un moyen juste sur le terrain de connecter avec des gens, de pouvoir leur faire eux-mêmes révéler leur propre voix. Parce que souvent, ça l'arrive, c'est des gens qui sont pas habitués, tu sais, sont plus ou moins à l'aise, puis finalement, mais il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe dans cette connexion. Et puis, ben, finalement, de juste aller plus loin dans notre accompagnement stratégique, puis d'ajouter finalement ce spectre nouveau récit, la prospective, donc cette manière de se projeter ensemble, puis surtout ben, d'amener diverses voix, diverses parties prenantes à dialoguer ensemble pour se projeter, et pas seulement dans cette idée de rêver ensemble, bien que ça soit quand même quelque chose qui est hyper important, mais après ça, pour se structurer, pour aller de l'avant avec un plan d'action qui va être réaliste et incarné. Donc, ça serait un peu mon introduction finalement pour vous parler aujourd'hui. Ben, vous fait céder bientôt la parole à Maxime qui va pouvoir justement vous parler un peu plus de l'univers des nouveaux récits. Finalement, c'est ça, les constats qu'il a pu faire à travers les 3 à 4 dernières années, si je ne me trompe pas. Et puis, ben, je pourrais aussi là, vous partager de prochaines occasions pour aller plus loin à ce niveau-là, vers la fin du webinaire. Je voudrais juste aussi dire, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, animez notre chat. Moi, je vais être très réactive. Je vais pouvoir justement partager à Maxime là, certaines questions et peut-être même déjà vous répondre par, euh, par message. Puis si jamais, ben, je vais le rappeler à la fin, mais si jamais vous voulez être au courant de nos prochaines activités et que euh, pardon, et que vous souhaitez être mis au courant des prochaines activités, si par exemple vous n'avez pas reçu mon courriel là, d'introduction, ben, n'hésitez pas à partager, exemple en message privé si vous voulez que ça reste privé, votre courriel pour qu'on puisse rester connecté. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Maxime qui va pouvoir justement vous faire découvrir l'univers qu'il est adepte. Oui, ben merci beaucoup Stéphanie pour cette belle introduction, puis de briser la glace, hein, déjà. Toujours, comme je disais, le petit trac, mais quand la glace est brisée, c'est une étape de moins à faire. Donc, comme disait Stéphanie, les nouveaux récits, vraiment, il y a environ 4 5 ans, vraiment tombé dedans, plus grâce à la fresque des nouveaux récits. Puis, ça fait 3 ans que je l'anime, là, un peu partout au Québec. J'ai fait une cinquantaine d'animations, près de 1000 personnes que j'ai animées. J'ai collecté pas loin de 160 récits, bientôt 170. Et ça amène c'est tellement une belle expérience, puis ça amène beaucoup de cheminement, puis tout ce contact-là avec les rêves des gens, les experts et tout, autour de ce sujet de la prospective-là, c'est très, très, très riche. Puis le webinaire est en fait un peu une sorte de partage de tout ce que j'ai pu voir, de l'interprétation et de comment cet outil-là peut être utilisé dans des façons très humaines et de mobilisation qui sont très pertinentes aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, webinaire, nouveau récit, mais avant tout, dans quel monde vivons-nous? Dans quelle histoire vivons-nous? Il y a un livre que j'ai lu justement il y a environ 2 ans qui est Aliénation et accélération d'Armut Rossan, un sociologue philosophe allemand qui parle vraiment de l'impact de l'accélération technologique qu'on a aujourd'hui. Donc, on est dans une société qui évolue avec sa technologie. On peut penser à l'intelligence artificielle qui s'est bien démocratisée avec les moteurs de langage qu'on voit aujourd'hui, mais que ce soit l'Internet, le cellulaire, la télévision, la radio, la technologie amène tout le temps une capacité d'apporter l'information plus rapidement d'un point A à un point B. Donc, c'est le but, entre autres, de sauver du temps avec l'augmentation, plutôt l'amélioration de la technologie. Ce que ça amène des conséquences sociales. Donc, si les informations se transmettent plus vite, ben, les relations aussi entre humains s'accélèrent. Ce qui prenait peut-être un courrier qui prenait 2 semaines à arriver au travail, là, c'est la seconde près, donc on peut enchaîner beaucoup plus rapidement les démarches. On peut se synchroniser plus facilement en temps réel, donc plus facile de rester en contact, que ce soit dans notre vie personnelle ou au travail. Ce que ça amène, en fait, ce que Armut mentionne, c'est que cette accélération de la technologie qui amène une accélération des relations sociales amène une accélération du rythme de la vie. Donc, tout se développe pour aller rester de plus en plus efficace, encore sauver du temps. Et donc, on a un mode de vie qui est très, très, très rapide si on peut comparer à 50, 60, 100, 200 ans. La communication est tellement plus rapide que tout se développe très rapidement, vous l'aurez compris.
Puis, on pourrait se penser, est-ce qu'à un moment donné, les gens, ça va aller trop vite pour eux, puis à un moment donné, ils seront plus capables, puis ils vont dire stop, on veut que ça ralentisse, tout ça. Ben, c'est ce que Armaud dit avec, il y a accélération, mais il y a aussi aliénation. C'est que finalement, on est tellement dedans petit peu par petit peu que ça devient un peu notre nouvelle normalité. Donc, on reste guidé par ça et on accepte de faire 2 heures de trafic par jour. C'est parce que on est dans une norme où est-ce que l'auto solo est l'idéal ou prôné. Donc, on est capable d'en prendre beaucoup. C'était une première lecture qui m'avait inspiré, puis pas longtemps après, je tombe sur un manifeste de l'Association pour la santé publique du Québec. Urgence de ralentir. Donc, tout va vite, mais cette rapidité-là, ce rythme de vie rapide-là, amène aussi des conséquences sociales importantes. Donc, déjà, on peut voir à l'écran là, que les adultes, les personnes aux études, les parents, les travailleurs, la majorité des gens aimeraient ralentir leur rythme de vie. Puis, ralentir un rythme de vie, ben, en fait, c'est parce que quand ça va vite, on a des comportements qui sont à risque aussi pour notre santé. On va avoir tendance à conduire plus longtemps, plus rapidement pour arriver à l'heure. On va avoir moins de temps pour se faire préparer ses repas, faire de l'exercice, aller voir nos amis. Donc, c'est toutes des choses qu'on va mettre de côté parce qu'on a moins de temps, parce que tout est rapide. Et donc, ça a des impacts sur notre santé physique et mentale particulièrement. Donc, quand j'ai vu ça, on dirait que ça me dit, wow, déjà la technologie amène une accélération, mais cette accélération a des impacts sociaux et personnels importants. Et quand on est dans un monde où tout va vite, ben, vous connaissez peut-être les systèmes de pensée de Daniel Kahneman, ben, c'est que on va faire souvent plus appel à notre système de pensée 1, qui est le système de pensée rapide, donc intuitif, automatique, prendre des décisions basées sur des biais de c'est quoi l'information que j'ai devant moi, entre autres. Bon, je prends une décision face à ça. Donc, on utilise moins notre système 2, qui est un petit peu plus le temps de réflexion puis d'approfondissement, de prendre une décision réfléchie, parce que on doit prendre une décision rapide, c'est dans l'instantanéité. Et donc, les marketing aiment bien ça parce que ça développe des funnels d'achat instantanés, c'est livré la journée même. Donc, cette rapidité-là nous tient dans cette normalité-là. Et on sait aujourd'hui que la surconsommation, entre autres, est un enjeu au changement climatique. Donc, il faut quand même prendre le temps de réfléchir pour faire des choix. Peut-être qu'on on serait pas autant porté vers ce qui semble attractif, mais qui finalement, avec du recul, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Je le sais. Donc, et puis j'aimerais vous dire, poser la question aussi, hein, c'était quoi la promesse de la modernité par la technologie? C'était que la technologie allait faciliter notre vie, nous donner plus de temps pour nos loisirs et tout. Puis j'aime poser la petite question, est-ce que vous sentez que vous avez plus de temps aujourd'hui par mouvement de tête? C'est ça, c'est ça. On dirait qu'il y a comme un petit endroit ici où est-ce que ça a-tu vraiment répondu aux promesses? Oui, la santé élargie, la baisse de la mortalité infantile, c'est des choses merveilleuses, mais il faut quand même prendre les deux côtés de la médaille. Et donc, ça nous amène à cette ère aujourd'hui où est-ce qu'on se retrouve littéralement dans ce qu'on appelle une guerre des imaginaires. Parce que d'un côté, on a cette société de consommation, cette marketing qui nous pousse à avancer, à consommer, à être dans le développement, la croissance à tout prix. Mais d'un autre côté, il y a des gens aussi qui font, ouais, mais attends, le taux de burn-out, le taux de suicide, tous ces facteurs humains-là nous montrent que c'est-tu vraiment la direction qu'on veut aller? J'aimerais ça ralentir, être plus en contact avec mon environnement, avec mon alimentation, avec mes commerces de proximité. Donc, on a vraiment deux imaginaires en ce moment qui se côtoient. Hein? Et comme on dit, hein, la fameuse fable du loup, là, le loup qui nourrit, le loup qui détruit, lequel va survivre, ben, lequel c'est celui qu'on va nourrir le plus. Donc, c'est important, déjà par nouveaux récits, d'être capable de comprendre que c'est tous ces récits-là qui nous entourent nourrissent nos imaginaires collectifs. Et si on veut tendre vers une société qui semble plus saine pour nous, pour notre environnement, pour la continuité de l'humanité dans une direction qui est plus soutenable, ben, il faut avoir des récits qui vont dans cette direction-là. Fait sens jusqu'à présent? Oui? Parfait. Ça, donc, et pourquoi les récits aussi?
En fait, l'humain est un être très particulier. C'est la seule espèce, c'est une espèce fabulatrice. Donc, un humain, c'est une espèce qui interprète le monde qui l'entoure à travers les récits qu'il partage. Donc, notre vision du monde est très, très, très biaisée sur les récits qui nous entourent dans notre culture, notre éducation, notre famille en tant que telle. Est-ce qu'on est en ruralité, en zone urbaine? Ce sont tous des récits qui affectent notre vision du monde qui nous entoure. Puis l'espèce humaine a cette particularité-là de pouvoir changer ses comportements en changeant ses récits. Donc c'est là qu'on voit l'impact du récit. Si on est capable d'avoir des nouveaux récits, on est capable d'avoir un levier sur le changement de comportement des gens. Mais encore là, il faut que ça soit que ça se rende jusqu'à eux et qu'il y ait justement des ingrédients qui leur disent ben, ça vaut la peine d'adhérer à. Surtout quand de plus en plus de gens partagent un récit qui est plus progressiste, si je peux dire, ben ça devient une nouvelle norme et cette norme-là, justement, est de plus en plus acceptée et donc on se sent à l'aise de faire partir du groupe, de suivre cette norme-là. Donc l'importance des récits va de soi. Là, je parle de récit, puis là, vous me dites peut-être, OK, nouveau récit, c'est quoi la différence entre des récits et tout? Puis j'ai une petite slide que j'ai préparée pour ça, que je veux dire, ben, le récit, tu sais, on a tous des récits, des histoires, des anecdotes très subjectives, là, qu'on vit, qu'on raconte à nos amis, que c'est tout le temps les petits trucs crunchy qu'on aime. C'est le fun d'entendre un récit. Déjà, si je vous dis, il était une fois, on est programmé pour entendre des histoires. C'est vraiment un média de communication qui caractérise l'humain de raconter ses aventures. Donc, une histoire vécue, racontée, répétée, on entend le récit d'un autre qui partage une perspective sur le monde. Après ça, j'aime le terme récit dominant. C'est quoi les récits dominants? C'est des récits, eux, qui sont partagés par un ensemble de la société. Il fut un temps, l'individualisme, donc le succès personnel, être capable de tout combler ses besoins par soi-même, c'était important. On ne pouvait pas vraiment demander d'aide ou, tu sais, si demander de l'aide est une faiblesse. Des fois, c'est un récit qui a été très présent, surtout pour mes parents. La génération en haut de moi. Donc aujourd'hui, on parle de mutualisation, beaucoup d'entraide, de partage. Tu sais, c'est un nouveau récit en tant que tel. C'est ça l'avantage des nouveaux récits, c'est qu'on peut partager des perspectives différentes de ce qui est ancré dans le présent, puis pour questionner justement ces récits dominants-là, puis d'offrir une alternative. Être capable de se projeter dans un futur différent parce que Cyril Dion le dit, puis c'est une phrase très marquante dans la fraise des nouveaux récits, si on veut un monde différent, il faut déjà être en mesure de se l'imaginer. C'est la première étape. Et donc, pour vous partager ça, j'ai construit un petit graphique que Maxime? j'ai. Oui, Ben, je m'excuse, j'ai une question que je trouve quand même intéressante bien sûr. qui répond à ce que tu disais, qui était c'est quoi la différence entre un récit dominant et un mythe? Ah, les mythes peuvent être des récits dominants, sauf s'ils ne sont pas partagés par un ensemble. Tu sais, un mythe, ça peut être une légende dans un sens, on peut être d'accord ou pas, on peut y croire ou pas, mais un récit dominant affecte vraiment notre vie, structure nos comportements sociétaux à plus large échelle. Est-ce que les mythes peuvent faire ça, mais c'est pas, le mythe peut être aussi de façon plus détachée de cet impact-là. Donc, c'est peut-être la Donc, est-ce que différence, hein. par récit dominant, on parlerait un peu comme d'une norme, quelque chose qui finalement qui nous dirige un peu inconsciemment? C'est exemple comme tu parlais de l'auto-solo, on se pose pas trop la question, c'est comme ça qu'on agit. Euh, Oui, et tout le à nouveau fait. récit nous amène à faire évoluer ces normes-là, justement. Ben, c'est drôle, Stéphanie, on dirait que tu expliques cette slide parfaitement bien. Donc, merci de mettre la table. Donc, ici, j'ai fait un petit graphique vraiment. D'un côté, un axe, la mobilisation plus populaire, donc le nombre d'adhérents à une norme sociale. Et en bas, un axe qui est plus, j'ai mis aligné avec l'économie du donut parce que je suis très dans les nouveaux récits, mais en fait, la théorie du donut, c'est simplement de développer développer nos sociétés en fonction des limites planétaires et des planchers sociaux. Donc, c'est dans une zone qui ne dépasse pas ce que la Terre est capable de produire ou régénérer en une année, mais aussi qui n'exploite pas une minorité humaine en les tenant dans des conditions précaires. Donc, je l'ai changé sur un côté, mais je vois qu'il n'est pas changé ici. Donc, en fait, toutes une norme sociale, j'ai fait un rond ici, ça c'est une norme, c'est l'autosolo, c'est la nourriture rapide, les grandes épiceries, les grandes surfaces pour s'alimenter. Ce sont des normes qu'on est habitué d'adhérer dans notre comportement tous les jours. Ces normes-là sont mises en place avec ces récits dominants-là, donc les petits
octogone, je crois, rouge, qui garde tu sais, qui conforte, qui dit, ben, c'est comme ça les choses, comment voir les choses autrement. Ma mère faisait ça, tout le monde agit comme ça. Donc, ces récits dominants-là gardent cette norme-là en place. Les nouveaux récits, le potentiel en tant que tel, c'est d'être capable de faire évoluer cette norme-là. Donc, de regarder une norme, justement, qui est peut-être moins alignée avec une économie soutenable pour la planète, puis de la faire transférer vers une nouvelle façon de faire qui, elle, pourrait être plus soutenable. Donc, il faut donner envie à l'aide des nouveaux récits, déjà voir comment c'est possible. Mais c'est aussi une façon, les nouveaux récits, de rendre désirables des façons de faire alternatives qui sont peut-être moins partagées dans nos sociétés, mais qui sont une solution concrète aussi. Donc, ces nouveaux récits-là ont pour but justement de rendre populaires des actions plus alignées avec notre situation planétaire. Donc, comme je l'ai dit ici bas, les nouveaux récits permettent de faire évoluer les normes et de rendre désirables les normes émergentes. Et puis là, on parle d'une norme ici, un rond, mais nos imaginaires collectifs, c'est un ensemble de normes. Donc, on comprend que déjà, ce petit graphique-là est un point parmi tant d'autres. Donc, il en faut des nouveaux récits, il faut voir les choses différemment. Donc, c'est ça qui est l'opportunité qu'on a aujourd'hui, littéralement. C'est vraiment stimulant. Et pourquoi la norme, tu sais, je vous ai fait ce graphique-là, mais en fait, inspiré de John Stuart Mill, il y a un merveilleux graphique là, qui montre comment cette norme-là, qu'on a besoin des excentriques, comment elle agit. Donc, si je regarde à gauche, justement, la norme, disons, le cadeau à Noël, absolument. Là, tu sais, à Noël, on achète un cadeau, c'est la norme, tout le monde fait ça. Tu sais. Après ça, il y a des discours excentriques un peu qui, ah, sais-tu quoi, moi, plutôt qu'un cadeau là, physique, là, je donne du temps à ceux que j'aime. Tu sais, oh, c'est un peu, oh, ça sort, mais ça a un potentiel d'attraction. Il y a des gens qui vont dire, sais-tu quoi, c'est pas une bête idée, c'est vrai, de toute façon, mon enfant, il en accumule du matériel, des cadeaux, puis il sait même plus avec quoi jouer finalement. Donc on voit qu'il y a un déplacement de la norme parce qu'il y a une adhérence des gens, les individus, à cette nouvelle norme-là qui émerge. Puis des fois, il y a une norme là, qui est tellement puissante, là, tu sais, l'arrivée du téléphone intelligent, là, ça a passé de comme quelques innovants à finalement tout le monde a son téléphone intelligent. Donc, il peut y avoir un déplacement de la norme relativement, pour passer d'une à l'autre relativement rapidement sur une période de temps. Donc, ça montre que la norme, elle peut se déplacer comme je le montrais dans la slide précédente. Puis, j'aime bien, là, sans diversité, sans originalité, une société stagne. On a besoin d'innover, on a besoin d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles façons de faire. Donc, je pense qu'on va toujours être en un déplacement sociétal de nos normes pour évoluer dans une direction. Puis, il n'en tient qu'à nous que cette direction-là soit soutenable pour le plus grand nombre. Et donc, un exemple aussi de norme qu'on partage dans la fresque des nouveaux récits, un des verrous à notre société, c'est le rêve américain, tu sais, ce désir, le bonheur par la consommation, d'avoir la piscine, les voitures pour tout le monde, le gazon vert. Tu sais, c'est une norme, un rêve qui est partagé, où est-ce que le bonheur est atteint par la consommation. Mais ce qu'on remarque aussi dans la fresque, c'est que un des plus grands indicateurs du bonheur, c'est pas ce que tu possèdes, mais c'est la qualité des liens que tu entretiens. Donc, en maintenant, des liens avec notre famille, nos amis, nos enfants, nos collègues, nos voisins, puis en nourrissant ces liens-là, ben, on atteint des niveaux de bonheur plus élevés, plus rapidement. Puis, c'est pas, tu sais, wow, c'est une autre façon de voir le bonheur, l'atteinte du bonheur. Puis je pense aux exemples aussi, là, les fameuses infirmières en fin de vie en soins palliatifs, si je me trompe pas, qui récoltent des témoignages, ben, tu sais, il n'y a jamais personne, tu sais, de la plupart des témoignages, c'est quoi les regrets? Ben, je peux pas passé assez de temps avec mes amis, mes enfants, donc ça revient à ça, les regrets, c'est pas ma maison est en désordre ou j'aurais dû acheter ce bébé-là. Il y a vraiment un côté humain qui est très important à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ça qui est le fun aussi. Tu une slide qui est skippée? C'est pas grave. Donc c'est ces liens humains-là qui sont importants. Puis, on a animé un gala en novembre dernier ou en octobre dernier, si je me souviens bien. Puis, on a posé la question aux participants
quelles compétences humaines on devrait développer d'ici 2045 pour atteindre ces rêves-là. Puis c'est vraiment intéressant. On a vraiment vu que l'atteinte de ce système-là est dans un changement humain. Donc l'empathie, la bienveillance, la solidarité, l'empathie avec elle, pas d'apostrophe aussi. Donc on voit qu'il peut arriver à quelques endroits. La capacité de se remettre en question, l'esprit critique, la coopération, c'est vraiment des choses à développer. Puis aujourd'hui, même si on dirait que c'est prôné à nous, en tant qu'humains, en tant que citoyens. Pour réussir en affaires, des fois, il faut faire preuve, faut dépasser l'autre, faut pas écraser, mais je veux dire, il faut se démarquer de la compétition, il faut voir si on peut y prendre des parts de marché, c'est tant mieux. Quand on arrive à des postes, il faut faire des décisions difficiles qui sont des décisions économiques, pas nécessairement humaines. Donc, il y a ce côté-là qui est prôné aussi dans un monde organisationnel ou du moins de gouvernance qui est aussi un peu déconnecté de ce que on sent qu'il faut faire pour aboutir vers cette société idéale-là. Et donc, c'est nouveau, là, je vois notre ami Jaylon qui est là, qui va aimer cette slide-là. Donc, toutes ces compétences-là, ben, ça a été répertorié. Il y a un groupe vraiment de scientifiques qui s'est rassemblé principalement en Suède, mais qui ont remarqué que toutes ces compétences-là humaines qu'il faut pour atteindre les objectifs de développement durable, mais c'est des objectifs de développement intérieur. Donc, on revient à notre capacité d'être en harmonie avec soi, à être dans le partage, notre capacité d'utiliser notre cognitif pour être critique avec ce qu'on voit, de se remettre en question, de proposer des alternatives. Tout ce côté d'interaction-là, de respecter l'autre, de respecter la vision de l'autre surtout. C'est important aujourd'hui. C'est correct qu'on ne soit pas d'accord, mais des fois, c'est confrontant. Donc, pour comment prendre une posture qui est moins euh, euh, difficile pour nous, ben, c'est d'accepter qu'on ne pensera pas tous pareil. Donc, ton point de vue a une pertinence, partage-moi-le. De développer la collaboration entre entreprises. Moi, depuis la pandémie, je trouve ça merveilleux de voir comment des entreprises à vocation sociale, environnementale sont en train de changer un peu d'être plus ouverts à la coopération, de se rassembler avec des gens qui étaient peut-être plus en compétition avant, mais là, finalement, la compétition, c'est le statu quo, c'est pas ce qu'on propose comme nouvelle solution, de nouvelle destination. Puis finalement, agir, être capable de prendre action. C'est difficile, hein? On est dans l'individualisation des sociétés qui nous immobilisent. On a tout à portée de main, on rend confortable notre environnement. Donc, de prendre action, c'est sortir à l'extérieur, c'est de faire bouger les choses, c'est de rencontrer des gens, mais c'est ça qu'il faut. Puis c'est une des meilleures choses à faire pour développer une résilience sociale par temps de crise ou d'incertitude. La qualité des liens, ça permet de connecter à son écosystème, puis des fois quand on a des doutes sur ce qui se passe, d'avoir des gens à qui en parler. Donc, agir nous permet de créer du lien humain. Puis c'est ça qu'Intus aussi, quand on a fait la transition de l'agence à ce qu'on appelle le studio nomade, c'était pour être en contact avec les gens, partager notre énergie parce que c'est la meilleure façon de donner envie à quelqu'un d'autre, c'est de l'incarner, puis d'être stimulé par ça, puis de finalement être porteur d'une vision qui, quand on est détaché, peut être biaisé par non, non, c'est des porteurs de nuages ou ça fait pas de sens, ça dit communiste, hein, vous êtes communiste, ok, non, je veux pas être communiste. Donc c'est pour ça que ce déplacement des normes sociales-là, c'est aussi une occasion de pas juste faire évoluer le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Donc, c'est vraiment aussi toute une posture qu'on peut développer avec le nouveau récit parce qu'on partage aussi de l'intangible, de l'émotif. On partage de la sensibilité, on partage des choses qui composent l'humain, mais qui sont pas toujours mis de l'avant quand on parle de perspective de développement social. Ah, tiens, le petit bout là, là c'est le fun parce que là, je vous montre pourquoi les récits, comment les récits peuvent modifier les choses, pourquoi c'est important, mais comment on peut l'utiliser concrètement, hein, c'est la question. Parce que c'est sûr que la fraise des nouveaux récits, qui est un bel atelier de 3 heures, où est-ce qu'on rêve ensemble, on comprend l'impact des récits dominants, puis on regarde qu'est-ce qu'il faut intégrer dans nos façons de faire pour tendre vers une société désirable. Donc, c'est une belle activité, mais quoi faire après? À qui ça s'adresse? Comment je peux me servir de ça comme levier? Ben, par observation, vraiment, parce que j'anime les fresques grand public, mais j'anime aussi beaucoup dans les organisations. Puis j'ai vu 3 pôles intéressants qui sont très, très, très pertinents pour une organisation dans le but d'utiliser ce levier-là.
D'un côté, évidemment, la réflexion stratégique, hein, ça ouvre des nouvelles idées, peut-être aller vers des directions qu'on s'attendait pas, de justement avoir un certain dialogue génératif. Donc, oh, OK, là, dans une rencontre, on ose dire quelque chose qu'on dirait pas dans des rencontres peut-être plus rationnelles ou organisationnelles, ou est-ce qu'on a toujours cet espace-là pour partager nos idées différentes? Puis est-ce qu'elles sont reçues est-ce qu'elles sont accueillies toujours ou des fois ça peut être un peu de l'ordre de ouais, ouais, c'est un bel idéal, mais c'est-tu vraiment possible? T'sais? Fait que déjà, au niveau de la réflexion stratégique, c'est vraiment une opportunité intéressante. Il y a un côté aussi mobilisation. C'est dur aujourd'hui de rassembler des gens, de mobiliser. S'il y a des organisateurs d'événements parmi vous, là, d'avoir des gens qui se présentent et qui sont là, ça prend un effort soutenu, souvent du personne à personne. T'sais. Donc, le nouveau récit aide à partager une vision collective et donc d'engager les gens dans une direction, un souhait d'aller encore plus loin parce qu'on partage cette même direction-là, pas une destination précise avec un plan d'action prédéterminé, juste cette direction-là me plaît, puis la destination, on la co-créera au fur. Donc, cette capacité aussi de co-créer, de mettre la main à la pâte, c'est vraiment quelque chose que j'observe. Et finalement, concerter le milieu. Puis là, je dis finalement, dans mon cas, parce que j'en parle de trois, mais je suis sûr que si je pourrais en trouver plusieurs autres utilisations. Mais, puis là, je fais un petit survol, puis je vais un petit peu plus en profond, mais quand on partage le récit, tout le monde a des récits à partager, tout le monde a des visions de qu'est-ce qu'il souhaiterait. Donc, quand on est capable d'aller dans cette population-là, puis là, je parle de concerter le milieu, c'est des territoires, en fait, des citoyens, des étudiants, si on parle d'université, ou des corps professoraux, tout ça, ou même des médecins, hein, des groupes de médecins qui sont ensemble, puis on veut voir aussi qu'est-ce qui émerge, c'est quoi les visions, mais ce sont une très belle capacité de concerter ce milieu-là pour, encore là, une fois, avoir ce sentiment de co-construction-là, puis de ne pas arriver avec une solution toute faite, mais au contraire, de travailler ensemble à avoir cette destination-là émerger. Puis il y a deux ressources, là, deux ouvrages qui m'ont beaucoup inspiré. D'un, il y a Wisdom of the Crowd de James Suryowicki, qui parle que, dans le fond, quand l'humain réfléchit ensemble ben, la force de la solution, de la direction est toujours plus solide parce que quand on pense ensemble avec des gens de différentes provenances, différentes cultures, on est moins sujet aux biais individuels qu'un expert pourrait avoir parce que c'est la façon de faire. Quand on a plusieurs têtes autour d'un même projet de différentes provenances, c'est super intéressant. Ben là, on a l'idée qui va faire consensus est, dans une majorité des temps plus solide parce que justement, elle prend en compte différents perspectives que d'un seul point de vue, on ne perçoit pas toujours. Puis peut-être petite anecdote, ou anecdote, petit partage. Je pense que c'est même Marc qui me parlait de ça il n'y a pas longtemps, le panya, qui est un savoir indien justement, ou bouddhiste, là, qui date de plusieurs milliers d'années, qui est traduit aujourd'hui par sagesse, wisdom. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire quand on le traduit vraiment avec son sens. C'est d'être capable de voir quelque chose sous différents points de vue. Donc, c'est cette idée-là d'avoir plusieurs perspectives qui regardent de différents angles un même enjeu, problème, peu importe. Et c'est ça la sagesse. Donc, déjà, la sagesse n'est pas incarnée dans une personne, elle est incarnée dans plusieurs. Et un autre élément que je trouve intéressant, là, je l'ai mis en haut à droite parce que je savais pas où le mettre, mais je voulais le mettre, les 4 niveaux d'écoute de Otto Scharmer que vous connaissez peut-être. Dans nos sociétés, souvent, il y a le niveau 1 où est-ce que c'est chit-chat, fait-il beau dehors, as-tu écouté les nouvelles, la nouvelle série, tu sais, c'est un type de discussion qu'on peut avoir entre nous. Niveau 2, on tombe plus dans l'ordre du débat. Moi, je pense qu'on devrait faire ça. Moi, la solution est là. Non, 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 non. Je suis pas d'accord avec toi. Donc, c'est un état qui peut être beaucoup conflictuel. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, bon, au lieu de dans cette position d'inconfort, vont préférer peut-être revenir dans une zone plus sécure. Ben, regarde, on s'entend qu'on ne sera pas d'accord, donc autant revenir à quelque chose d'un peu plus superficiel. Mais lorsqu'on est capable de transcender ce débat-là, là, on peut vraiment tomber dans partage-moi ta perspective, ton point de vue, ton impression sans jugement. Puis lorsqu'on est dans une zone sécuritaire pour faire ça, comme par exemple dans un atelier co-créatif,
Ben là, c'est le fun parce que ça ouvre nos perspectives. Puis après ça, quand on construit ensemble, on tombe dans un dialogue génératif. C'est vraiment là qu'on veut aller avec ce type d'activité-là, c'est d'être capable de former un tout avec l'ensemble du groupe, où est-ce que finalement, les gens sont peut-être même pas conscients de ce qu'ils vont dire avant de le dire. Donc, on est vraiment dans une forme de canalisation où les idées de l'un viennent pousser les autres, puis on finit par vraiment naviguer dans un objectif commun. Donc, c'est vraiment le pouvoir de l'intelligence collective là, à son meilleur. Puis je vous donne quelques exemples, là, comment appliquer les nouveaux récits dans la vision collective. J'ai eu un groupe de CDC, là, le Consortium de développement communautaire, qui remarquait que ses membres avaient de plus en plus de problématiques avec les citoyens, avec les tarifs, entre autres. Ça créait beaucoup de tensions sociales. Donc, ils ont voulu faire cette fresque-là pour être capable de vers où on pourrait imaginer, comment on pourrait s'outiller, nous, en tant que aidant de citoyens à pas se laisser abattre par tout ça, puis au contraire de voir un futur positif. Donc, cette activité-là a permis de faire émerger des idées, surtout de créer du lien, créer du dialogue, apprendre des expériences perspectives. Tu sais, on n'a pas toujours comme je disais, des espaces privilégiés pour ça. Donc, d'être capable d'avoir cette opportunité-là, déjà, ça aide. Il y avait le Cégep de Jonquière qui voulait créer du lien entre le comité de direction. Donc, on a rêvé, même l'école du futur d'une certaine façon, mais surtout de créer cette membrane-là en le groupe qui ont voulu utiliser la fresque pour ça. Et le réseau des SADC qui a fait même son colloque annuel, là, il y avait 120 personnes dans la salle, on a rêvé ensemble, puis tous les récits ont convergé vers un recueil collectif de récits qui partageait justement les différentes histoires des gens partout au Québec. C'était très créatif aussi, là. Il y a de l'humour qui peut émerger aussi quand les gens créent ensemble, mais aussi toute une gamme d'émotions. Donc vraiment la mobilisation par... puis Rami aussi. Il y a eu un héritage de deux mécènes dans le Château Richer près de Québec, puis qui avait, je pense, un 86 hectares de terre non boisé, verdi et tout. Puis ils se disent, ben nous, on veut léguer ça, mais on veut que ça serve à la transition écologique. Donc là, sur le territoire, il y a des gens qui étaient intéressés à collaborer. Puis en faisant la fresque des nouveaux récits, on a vraiment confirmé la vocation de ce lieu-là, vers où on voulait se diriger, parce que finalement, tous les récits menaient vers l'éducation, l'accueil, puis le partage, mettre les mains à la terre pour les gens. Donc, c'est vraiment, ça a confirmé cette vision collective-là. Puis Christelle Fournier, qui était derrière la cohorte, a dit, en 3 heures, finalement, qui est relativement peu de temps, on a développé notre vision collective, on était nombreux, puis on a une levée d'émotions. C'est ça aussi, les nouveaux récits, ça donne du pouvoir d'agir, ça donne le désir de se mettre en action. Comme on disait, c'est peut-être difficile des fois. Donc, ceci, c'est un bon prétexte pour bouger, pour engager le mouvement. Réflexion stratégique, ben, j'ai eu Desjardins, le Bureau de développement durable, qui dit, ben, nous, on veut accompagner la transition, comment les services économiques peuvent s'évoluer. Donc, on a vraiment été réfléchir à cet angle-là, puis ils se sentaient très sécures de sortir du cadre, il sentait cette zone de confiance-là, puis il disait, puis là, je peux pas vous le dire, mais on dit des choses qu'on devrait pas dire, tu sais, fait que, mais on se sent bien là-dedans, fait que ça permettait d'avoir vraiment de nouvelles idées, puis ça a été très, 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 très intéressant, là, somme toute, là, cette expérience-là, pour voir comment l'économie ou des services économiques peuvent accompagner la transition. Ouranos, ça aussi, c'était vraiment intéressant. Des chercheurs des changements climatiques qui sont basés à Montréal, qui ont fait une fresque, puis ils voulaient se mettre dans la peau des MRC, parce que là, il y a des plans climat qui s'en viennent, puis ils se disent comment on peut naviguer dans ça, comment les nouveaux récits peuvent nous aider à amener la communication au grand public. Puis, ça a été super intéressant parce que là, ils se mettaient dans la peau d'une MRC qui vivait les impacts des changements climatiques, puis qui devait apporter répondre à une problématique concrète. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tous les récits qui ont émergé de ce moment-là traitaient de la gestion des eaux. Donc là, tu dis, wow, OK, finalement, l'enjeu primordial en ce moment, ou un des gros enjeux, c'est vraiment notre eau potable, notre gestion des eaux. On l'a vu, là, il y a eu moins de pluie, je pense, l'été dernier. Toutes les rivières, les cours d'eau ont descendu, les ports on est vulnérable, hein? On prend l'eau pour acquis au Québec, mais pourtant, c'est une richesse là, qu'on a, donc il ne faut pas s'asseoir dessus. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir ça émerger de par la convergence des récits.
Même le GUCAM, justement, l'école de demain, 2045, l'intelligence artificielle, le distanciel, le virtuel, comment on navigue dans tout ça. Donc, on a pu vraiment réfléchir ensemble sur comment on se projetait dans 10 ans, non, même dans 20 ans, l'université du futur. Donc, encore là, c'est un autre cadre pour réfléchir à des avenues différentes, puis ça crée du lien. Tout le monde a parlé, puis vous voyez là, la photo, là, il y avait beaucoup de plaisir au rendez-vous, là. Je, 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 je suis à peine un peu en les stimulant, là, ça sort naturellement. Aussi, j'ai été au territoire du Nord-Ouest. Il y a des communautés francophones. Les francophones sont partout au Canada, hein, les Québécois, les Français, puis les Franco-natifs, là, c'est vraiment une communauté vraiment intéressante. Puis en tant que Québécois, là, je trouve que je me sens pas assez connecté à ces gens-là pour voir finalement tout ce qui se passe. Puis eux autres, ils ont des enjeux, justement. Bon, il y a les feux de forêt là, qui ont créé beaucoup d'insécurité, mais aussi de l'isolation, aussi la, la bien vivre avec les différentes communautés, des fois même avec les premiers peuples. Les Français, ils sentent qu'ils se battent pour les mêmes enveloppes, donc ça crée pas nécessairement des zones de coopération favorables. Donc, on a vraiment réuni des gens qui ont fait 8 heures de route pour venir à notre atelier des fraises des nouveaux récits, puis on a récolté quand même plusieurs récits, puis en analysant tout l'ensemble de ces récits-là, on a vu des éléments qui étaient récurrents dans l'ensemble des histoires. Donc, il y avait beaucoup de rêves vers la mutualisation, le partage d'outils, d'espaces, de ressources. C'était central à l'ensemble des récits. On veut être autonome autant dans la capacité de développer nos habitations que même notre alimentation. Puis on est en territoire nordique, fait que c'est pas la même réalité d'agriculture, mais quand même, il y avait des idées qui émergeaient pour aller dans cette direction-là. L'éducation, le dialogue était central. La reconnaissance aussi, ça c'est le fun, hein? C'était comme, souvent on fait des choses, puis OK, c'est beau, c'est fait, mais où on se fait donner la petite tape dans le dos. Fait qu'il y a un besoin de reconnaissance qui a émergé, justement, qui était présent. Puis finalement, l'interculturalité, on est dans une ère aussi, je pense, où il y a beaucoup de peuples de différents pays qui viennent au Québec, entre autres, mais c'est une belle opportunité de faire un néo-métissage, de construire avec ces gens-là. Donc, il y avait ce côté-là de construire à travers les différentes cultures qui avaient émergé. Puis ça, je pense, c'est un message que je vous mentionne encore. Moi, je pense qu'on est dans un ère de néo-métissage, puis c'est une belle opportunité en ce moment de créer des ponts plutôt que de se dire non, non, on est en train de perdre notre culture. La culture, ça évolue. On a vu les normes sociales évoluent. Donc, évoluons ensemble dans la communication. Puis vraiment concerter le milieu. Euh, Encore là, différent. En ce moment, on est en train de travailler sur un mandat avec Nicolet qui veut protéger un territoire naturel. Et pour avoir de l'acceptabilité sociale, ben nous, on va concerter les citoyens. Donc, on se promène dans la ville de Nicolet, on questionne les citoyens sur avez-vous un souvenir en lien avec ce territoire naturel-là pour aller chercher vraiment c'est quoi l'esprit du lieu, c'est quoi ce savoir-là qui est, entre autres, présent. Puis en même temps, c'est le fun parce qu'une fois qu'on connaît l'histoire du passé, on est capable de dire, ben maintenant, vers où on voudrait, comment on veut la suite des choses. Donc là, c'est avec la population qu'on co-crée un nouveau récit. Donc c'est une campagne qu'on est en train justement de mettre en place, qu'on a bien hâte de lancer. Puis dans l'année prochaine, je vous donnerai des résultats sur comment ça a été. Mais déjà parmi le comité citoyen, les rencontres stratégiques où il y avait des gens de différents milieux, ben, juste l'histoire de la démarche les a touchés. Ils disaient, waouh, vous avez tout fait ça, vous avez, tu sais, puis c'était des gens, là, j'ai parlé à Rita Caron, j'ai parlé à Mario qui se promène en vélo, je veux dire, c'est vraiment des gens du territoire, donc de faire ça, déjà là, les gens, ils disent, ben, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit pas un projet qui est imposé, puis que les gens disent, pourquoi vous nous avez pas consulté, au contraire, on veut que les gens se disent, j'ai fait partie de ça. Donc c'est ça aussi le potentiel de co-créer ensemble. Et on travaille même en ce moment un peu là, avec l'université, un groupe de, de- d'académies ou d'institutions scolaires qui veulent augmenter la part de la mobilité durable dans les pratiques des étudiants, des professeurs, puis des employés justement des différentes universités. Donc, on engage encore là cette démarche, une grande démarche de concertation pour pas juste arriver avec la solution, mais vraiment de voir qu'est-ce qui est déjà les bonnes pratiques du milieu qui sont en place, puis qu'on pourrait nourrir, les pratiques indigènes qu'on aime appeler. Donc, c'est vraiment une démarche qui est en cours. Donc, on voit qu'il y a de l'appétence, puis aussi un désir d'utiliser le nouveau récit comme prétexte de concertation pour faciliter la communication puis la mobilisation suite à cette action-là.
Puis là, peut-être juste avant de passer ici, une publication que j'ai trouvée intéressante parce que c'est aussi dans mes observations, quand on va dans quelque chose d'aussi inspirant, on sort d'une fraise des nouveaux récits, hey, il y a plein de belles idées, c'est possible, le monde est à notre portée, on peut changer tout ça. S'il n'y a pas d'actions qui sont prises suite à ce moment-là, ça peut créer un backlash de découragement, justement, chez les gens. Donc, finalement, et donc, peut-être même être encore plus dur de les remobiliser par la suite. Donc, c'est super important quand on fait ce type de démarche-là que lorsqu'on a rêvé, concerté, mais qu'on établisse un plan d'action qui peut s'ancrer dans les réalités du milieu, puis qu'après ça, qu'on se donne déjà des objectifs pour avancer. C'est quelque chose que je veux apporter à votre conscience parce que sinon, ça peut avoir l'effet inverse. Puis c'est dommage de démobiliser des gens qui étaient prêts à se mobiliser. Donc, c'est encore plus difficile après. Donc, ayons des gens en tête qu'on ne veut pas leur faire vivre simplement une expérience inspirante, mais qu'on veut bâtir de cette expérience-là. Donc là, on stimule l'engagement puis la mobilisation des gens. Là, vous dites nouveau récit, c'est beau, Maxime, mais comment on fait ça? Je veux dire, tu sais, je pense qu'on peut tous développer un peu notre propre technique, mais si je passe rapidement à travers la technique de la fraise des nouveaux récits, ça va déjà vous donner une inspiration. Ben, quand on développe un récit, évidemment, on développe les personnages. Donc, qui sont les personnages centrales? Puis même des fois, si vous voulez convaincre des gens, je vous invite à mettre dans les personnages des gens de votre auditoire. Parce que quand on se fait nommer dans une histoire qui est inspirante, puis que notre nom est long, qu'on s'y retrouve, wow, là, on est engagé dans l'histoire. Il y a vraiment quelque chose que ça crée. Puis j'ai fait un petit discours au Viva l'année dernière, puis là, j'ai nommé quelques personnes. Puis il y avait Anjali qui était là principalement. Puis Anjali n'a pas le prénom le plus commun sur Terre. Donc clairement, elle savait que je parlais d'elle. Et l'émotion qu'elle a pu vivre quand on s'est communiqué après, wow, c'est touchant. Puis tout ça juste pour un petit détail. Après ça, une autre étape, une fois qu'on a nos personnages, c'est quoi la norme qu'on veut changer? Qui est désuète aujourd'hui, puis vers où on pourrait la faire évoluer. On s'entend qu'on ne changera pas tout ce qu'il y a à changer en un seul récit. Donc, c'est important de ne pas tirer sur tout ce qui bouge, mais de comme choisir notre proie, hein? Le chasseur en moi, on dirait ressort, même si je ne suis pas chasseur. Donc, c'est quoi la norme qu'on veut changer, puis comment on la fait, vers où on veut la voir évoluer, tu sais, la consommation de vêtements de fast fashion, à comme, OK, non, plus réparer, partager les vêtements, entretenir, peut-être avoir des tissus de meilleure qualité. Bref, il y a des choses qu'on peut voir mettre en place pour éviter justement l'impact négatif de la norme actuelle. Une fois qu'on sait d'où on part puis où on s'en va, ben c'est quoi les stratégies, les moyens, qu'est-ce qui peut se mettre en place? Puis l'idée ici, c'est pas d'avoir déjà la structure un après l'autre, c'est juste différentes idées, mobilisation, communication, concours, engagement, mise en place d'une initiative, approcher nos élus. Tu sais, c'est là que toutes ces petites actions-là sortent. Une fois qu'elles sont sorties, ben là, la prochaine étape, c'est de les mettre dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire, un petit peu un plan d'action qui vient en premier lieu pour puis vers où on veut se rendre. Puis souvent, on recommande aux gens de commencer par la destination. Projetez-vous là, dans votre futur souhaitable, là, où est-ce qu'on est en 2035. Puis cette norme-là a évolué, là, le partage des outils. Puis personne n'a besoin d'avoir tout l'ensemble des outils disponibles. Ça se fait facilement, ça se partage facilement. Donc, on a et du lien social et moins besoin de ressources. Donc, on se projette là, puis après ça, on revient jusqu'à aujourd'hui en se disant, ben, comment maintenant on y est parvenu? Qu'est-ce qui a pu arriver? Ça nous permet d'avoir un fil rouge. Puis une fois que le fil rouge, ben là, il faut le raconter. Mais pour le raconter, il faut définir la forme. Est-ce qu'on est dans une forme d'une lettre d'une mère à sa fille? Est-ce qu'on est dans un entretien radio en 2035? Est-ce qu'on est dans un journal de quelqu'un à travers les années? Donc, on détermine la forme pour avoir un même pronom, hein, écrire au jeu, uniformiser le texte, parce que le texte ici est coécrit entre les participants. On met un titre, puis après ça, ben, chacun écrit sous forme de partie de récit sa colonne, parce qu'on le fait en équipe de quatre dans ce cas-ci. Et après ça, quand on fait la lecture selon le temps, ben, on découvre ensemble le récit avec toutes nos couleurs, toutes nos particularités, puis toute l'émotion que ça peut générer. Là, j'en vois quelques-uns qui ont suivi la fresque aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Ça crée quelque chose de... On a créé ensemble. C'est même artistique quasiment dans une démarche. Tim, si tu me permets, j'ai Bien juste envie de sûr, rebondir sur un commentaire bien sûr. fort pertinent, je crois, de Nathalie Hood qui dit arriver à l'étape de décision, ça peut être un enjeu. Puis, tu sais, effectivement, tu sais, une des choses que
que Maxime a nommé, mais que je tiens quand même à soulever davantage, c'est que oui, le nouveau récit nous permet de rêver ensemble, d'avoir une certaine vision ambitieuse, mais justement, ce partage de perspectives, quand on commence la démarche, c'est de déjà comme se concerter sur la situation telle qu'elle est, d'être capable d'avoir les différents points de vue, puis qu'on soit conscient finalement de peut-être des freins potentiels. Si je prends par exemple avec la démarche avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis finalement la région de la Mauricie, euh, ben dans le fond, la demande, c'est de créer un récit qui va faire adopter les comportements, mais de ce qui est déjà présent. Donc, l'idée, puis en même temps, l'enjeu, ce qui peut être un peu délicat, entre guillemets, c'est que c'est pas d'amener les gens à rêver à ah, ben, tu sais, je vais changer mon comportement quand tel truc va être mis en place. Ça les laisse finalement dans le statu quo, mais c'est de leur faire découvrir, entre autres, qu'est-ce qui est déjà présent sur le territoire pour finalement ben, que ça soit un récit qui est réaliste et non pas finalement trop utopique, que finalement on a eu bien du plaisir à le faire, mais qu'après il ne sera pas mis en place. Donc c'est un peu la même chose parce que là on parle un peu plus de quelque chose qui est soit territoire ou grand public, mais dans le cadre finalement de planification stratégique, parce que ça a été le cas aussi, de mettre ensemble différentes parties prenantes. Puis c'est là que c'est intéressant finalement d'avoir aussi pas juste au niveau de la direction, mais qu'elle soit quand même impliquée parce que souvent, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, l'autre commentaire de Nathalie, c'est de savoir qui décide pour qu'au final, ça soit entériné, si je pourrais dire, dès l'amont de la démarche, qu'on puisse déjà connaître un peu sur c'est quoi notre terrain de jeu, et d'y aller graduellement. Parce qu'au final, il vaut peut-être mieux de rêver, entre guillemets, par plus petit, si je peux dire par étape, faire avancer le récit que d'y aller trop grand, puis faire en sorte que ça fonctionne pas et que là, ça recrée finalement cette démobilisation par quelque chose qui aurait été finalement trop grand, puis que les gens ne croient plus finalement dans cette capacité à pouvoir justement sortir des sentiers battus. Parfait. Merci Stéphanie. Puis là, je vois qu'il est déjà et 51. Il me reste quelques slides, puis j'aimerais vous lire un récit. Donc, j'y vais pronto, si ça vous convient bien, pour terminer en beauté. Donc, j'ai observé. Oh, Chiraz, oui, je prends ta main parce on veut entendre. Ben, pour faire vite, vite, pas la slide juste précédente, mais celle où il s'agissait de créer un nouveau récit. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que il faut toujours passer par un nouveau récit ou est-ce qu'on peut passer d'un récit qui est individuel ou pas trop partagé et l'amener petit à petit à travers la discussion, à travers toute la dynamique qui se met en place à intégrer le cercle privilégié des récits dominants. Tout à fait. C'est ça le but, c'est que cette idée-là, qui est marginale peut-être au début, à force d'être partagée, puis d'avoir une adhérence des gens, ben elle devient cette nouvelle norme, cette nouvelle aspiration-là. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Les idées individuelles vont avoir aussi une traction sur les idées collectives, mais il faut les partager, il faut donner envie, il faut être Oui, une invitation, ouais, faut que ça fasse sens, faut que ça arrête. Il y a plein, mais on est plusieurs là à avoir des idées. Fait que si ouais, ces idées-là émergent, puis on a cette direction-là en tête, on est ouvert aussi à ces ok. alternatives-là. Alors c'est juste pour savoir, ça, on part pas toujours d'une page blanche. Non, non, non. Puis aussi, même des fois, un nouveau récit, c'est une ancienne façon de faire, hein. Les premiers peuples avaient Mm. beaucoup de savoir qu'on peut reprendre aujourd'hui en lien avec le territoire. Donc, c'est pas un nouveau récit qui vient d'être créé, mais au contraire, c'est un retour d'un savoir qui doit rester. Donc, c'est pour ça que nouveau récit est pas dans la création de zéro, mais elle est plus dans une direction différente du récit dominant actuel. Ok, Donc, merci. après ça, peut-être un petit point que je trouvais intéressant, peut-être niveau qualitatif, quand on fait des récits, là, vous dites, ah, mais comment faire un bon récit? Ben, moi, j'ai 5 petits ingrédients là, que je veux vous donner en rafale, que j'ai pu observer, qui font qu'un récit peut avoir chacun des ingrédients individuellement, mais quand il y a l'ensemble des ingrédients, c'est vraiment un gros hit. Le premier, ben, une suite logique intrigante. Donc, des fois, on peut partir dans plein de directions, mais quand il y a du lien, une suite logique, des péripéties, qu'on peut faire, wow, c'est vrai, c'est possible. Ça se fait du sens. Déjà là, c'est un ingrédient intéressant du récit.
Deuxième, les liens humains cultivés. Des fois, il y a des gens très rationnels, puis des fois, tu as des gens qui vont prendre le temps dans le récit, de mettre de l'avant une relation d'une mère avec sa fille, d'amis, d'une communauté, même une relation amoureuse entre les gens, parents avec... Donc, ces liens, on s'y retrouve, puis on le vit, tu sais, on a tous des liens forts avec une personne autour de nous, donc on peut aller venir jouer sur ce sentiment-là qu'on peut ressentir justement envers les autres humains qui nous entourent. Donc, de mettre ça de l'avant, non seulement ça peut aider à la propagation des indices de développement intérieur, mais c'est aussi quelque chose qu'on aime, qui nous fait du bien. Donc, des fois, la suite n'est pas logique, mais le lien est tellement beau que wow, ça nous donne envie de diriger, d'aller dans cette direction-là. La beauté des mots aussi, hein, un récit avec une prose, avec des belles métaphores, avec justement des bons mots. Des fois, encore là, il n'y a pas de lien humain, il n'y a pas de suite logique, mais c'était beau à entendre. Ça a vraiment marqué, ça faisait du bien. C'est la poésie, hein, là, ça vient toucher des ondes que on comprend peut-être pas ce qui se dit, mais ça me parle. Après ça, stimuler les sens, Stéphanie qui m'a bien rappelé ça. C'est, dans les récits aussi, on a des occasions de faire allusion au Ah, j'ai vu le soleil se coucher à l'horizon et la teinte rosée m'a éclairé la fin de ma soirée. Tu sais, ah, wow, je vois, ah, j'ai senti l'odeur du pain frais de maman qui était sur le four. C'est un petit détail qui apporte pas nécessairement quelque chose de constructif à l'histoire, mais qui nous immerge dans celle-ci. On se sent en faire partie, stimule nos souvenirs aussi, et donc la capacité de se projeter dans ce récit-là. Puis, mon prof de cinéma au cégep, hein, il me disait tout le temps, mieux vaut un improbable possible qu'un possible improbable. Des fois, il y a des choses qui, peut-être, ça se réalise pas nécessairement comme ça quand on regarde toute la structure, mais ça fait sens, j'y crois. C'est mieux que, des fois, avec la technologie, des choses qui sont difficiles à croire, juste les hologrammes. Moi, je comprenais pas ça, là, que c'était possible d'avoir ça. Ben, comme quelque chose qui est possible, mais ouais, je décroche parce que c'est tellement improbable. Ça aussi, ça peut venir affecter la qualité du récit. Donc, c'est des petits ingrédients que je vous donne comme ça à avoir en tête. Et là, ma question, est-ce qu'on a le temps pour un petit récit? Ouais? Je vous partage ça. Puis écoutez, je sais qu'il arrive près de 9 heures. J'essaie de le faire. Bon, il est 9 heures. Donc, c'est enregistré. On va vous partager le lien. Mais pour ceux qui peuvent, je vous lis un récit qui a été un des premiers récits que j'ai pas touché. J'ai vraiment laissé comme ça, mais c'est un des premiers récits que j'ai récolté dans la fresque là, à mes débuts. J'ai fait Wow, c'est touchant. Donc, je vous invite même à fermer les yeux si vous voulez, fermer votre caméra si vous voulez pas qu'on vous voit les yeux fermés. Puis si on n'a pas la chance, je vous dis à la prochaine ensuite. Mais je vous lis un récit qui a été écrit à Québec par trois demoiselles super inspirantes qui ne se connaissaient même pas. Chère Margot, ma fille, c'est aujourd'hui que tu rentres à l'université. Je suis si fier de toi d'avoir choisi un bac en environnement. Ta tante et ton oncle disent que c'est moi qui t'ai influencé. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Il y a moins de 10 ans, mes vaches ne voyaient pas la lumière du jour. Elles ne la voyaient que quand on entrait dans l'étable. C'est toi, du haut de tes 13 ans, qui m'as ouvert les yeux. Pourquoi elles ne sortent jamais dehors, les vaches? Elles ne peuvent pas marcher? Je ne sais pas si c'était naïf ou si tu avais vraiment réfléchi à ta question, mais j'ai décidé que l'environnement agricole n'aurait plus de secret pour toi. Que les vaches méritaient de voir les prés et le soleil. Qu'elles pourraient profiter de la liberté en extérieur. L'année d'après, malgré les réticences de ton grand-père et les remarques de nos voisins, j'ai décidé de réduire notre cheptel et de planter plusieurs centaines d'arbres fruitiers pour que nos vaches puissent brouter de l'herbe fraîche lors des journées chaudes d'été. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, où des dizaines de bénévoles soutenant mon projet sont venus mettre les mains à la terre. En une journée, j'ai oublié tous mes doutes. J'ai pris confiance en moi et au fait que je puisse mettre en place un système de production durable tout en nourrissant ma famille. C'est incroyable ce qui peut être fait en une année. J'ai revu dans les yeux de mes filles l'émerveillement de trouver une abeille qui butine ou la cachette d'une laprine et de ses lapros. Ces changements ont suscité tellement de réactions des voisins, surtout Marc-Olivier, qu'ils m'ont convaincu de m'enregistrer à l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Je suis sûr que tu vas voir ça dans tes cours. J'ai intégré le comité aussi environnement en 2027. Tu venais de fêter ton 15e anniversaire. Tu as grandi si vite. Tu m'aidais même à l'époque à accueillir les camps d'été et les visites des écoles quand tu pouvais. Le volet éducation à la ferme battait son plein et tu adorais ça.
Et là, je me suis rendu compte à quel point j'aimais conseiller les autres, sensibiliser pour la transition agricole. Et quand Radio-Canada m'a contacté pour parler des changements à la semaine verte, j'ai tout de suite accepté. Cette médiation inespérée de notre exploitation familiale a vraiment inspiré beaucoup de producteurs à opérer leur transition vers une production plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Avec l'aide de l'UPA, nous avons réussi l'année suivante à imposer que tous les producteurs locaux du Québec soient distribués en épicerie. Je suis tellement ému de voir tous ces beaux produits cultivés avec amour être accessibles au plus grand nombre et contribuer à la prospérité de ces familles. Tout cela grâce à toi, ma chère Margot, alors que tu n'étais qu'une enfant. C'est ainsi qu'aujourd'hui, alors que je prends le poste de sous-ministre à l'Agriculture, tu continues à m'inspirer à aller plus loin et je suis si fier de m'inscrire moi aussi au baccalauréat en environnement la session prochaine. Merci infiniment pour qui tu es, ta maman qui t'aime. Donc voilà, ça a été écrit ensemble, ça montre un mode de production différent, ça génère les émotions, ça montre la mobilisation est possible, puis ça donne le goût d'aller, ça donne le goût d'aller dans cette direction-là. Donc, Stéphanie, vous avez aimé ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la fraise des nouveaux récits. Je suis en tournée au Québec, vous avez le goût de le faire dans votre organisation, dans votre ville. Venez me voir, on est en train de développer la programmation. Le but, c'est d'aller partout. Je suis allé au Saguenay, en Gaspésie, en Abitibi, en Outaouais, bref, il y a pas de lieux qui sont hors de portée, puis on peut même le faire en ligne, ceci dit. Et Stéphanie, Oui, en fait, je vais répondre à ta question, Nathalie, tout de suite après. Si vous avez aimé, si vous l'univers des nouveaux récits, si vous en voulez d'autres, Maxime vient de parler de la tournée des nouveaux récits. Donc, justement, on est en train de faire le bilan de cette première année avec Eliette présente, entre autres, qui nous accompagne à la transcription des récits, l'analyse et tout ça. Bref, donc le 7 mai prochain, à la Maison du développement durable, on fait le lancement de la deuxième année, la deuxième édition de la tournée des nouveaux récits. Et Maxime va pouvoir animer justement cette fresque légendaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour savoir quand est-ce qu'on fait des fresques grand public. Donc, c'est l'occasion. Et puis sinon, le lendemain, donc le 8 mai, c'est une journée nouveau récit. Davantage, je dirais, pour les récits personnels. Donc, c'est une journée, en fait, que Maxime et moi, on visualise depuis quand même, je dirais, plusieurs années, qui prend forme, qui est un mélange entre un peu la notion de nouveau récit, comme on a pu voir aujourd'hui, mais c'est finalement comment, justement, l'utiliser, l'univers des nouveaux récits pour son propre univers personnel, si je pourrais dire, pour finalement se créer son récit personnel au service de notre vision, de ce qu'on a envie euh, d'amener dans le monde. Puis ensuite, aussi de cette création de liens vivants, comment justement, petit à petit, se partager avec les gens. Après ça, de plonger dans un univers pas mexical, mais musical que Maxime saura bien guider. Puis ensuite, justement, un peu la suite de la fresque des nouveaux récits. C'est un atelier que Maxime facilite qui s'appelle Héros-héroïnes du monde de demain. Et puis cette journée se terminera par un atelier, je dirais, entre guillemets, théâtral, où on vient finalement incarner ce nouveau récit en prenant notre voix devant le groupe. Et ça se termine par en même temps des clichés de Maxime qui est multi-chapeau, hein, Maxime, vous le savez, à la fois réalisateur, mais aussi photographe. Donc, pour finalement personnifier cette version de vous que vous avez envie d'incarner avec une finalisation un peu sous forme 5 à 7, célébration et connexion avec les gens. Donc, c'est les deux rendez-vous, nouveaux récits qui s'en suivent. Et puis, sinon, pour répondre en même temps à la question de Nathalie qui demandait est-ce que dans les expériences, les gens arrivent à extraire les moyens pour y arriver? C'est en fait, tu sais, cette idée que de la fresque des nouveaux récits, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans un certain sens, les gens ou les organisations sont amenés à rédiger un récit. Puis c'est à la fois inspirant, mais en même temps, il y a eu cette question de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'incarner, ce récit-là. Et donc, à travers nos ateliers stratégiques ou même nos parcours stratégiques et narratifs, on amène justement les organisations à en développer un plan d'action, euh, mais aussi un plan de mobilisation. Donc, comment faire en sorte que finalement cette vision-là puisse être partagée. Puis dans cette méthode finalement de venir par le bas et non pas quelque chose qui est imposé. Donc, c'est de là que la démarche de concertation vient vraiment faire en sorte que ça puisse être vraiment incarné. Donc, bref, ça, c'est pour en dire quelques mots parce que je sais que le temps est dépassé, mais si vous avez plus de questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir nous voir par la suite. et
pour terminer en beauté, je vous ai posé une question. Avec quelle émotion vous arriviez avant, maintenant, avec quelle émotion vous repartez vers la suite de vos journées à vos claviers? Tan, 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 tan. Là, c'est comme un tour de magie. Voyons voir si ça le font. Motivé, comme ça. Calme. Ouais, sérénité. Confiante, inspirée. Puis, vous voyez, c'est un peu la conclusion. Les nouveaux récits, ça amène beaucoup d'espoir, l'émotion. Donc déjà, ce qu'on a vécu ce matin, ça montre la direction que ça peut prendre. Donc, ne soyez pas avares de nouveaux récits et partagez-les autour. Puissance de la créativité, plein d'idées en tête. Vraiment, vous montrez l'impact du nouveau récit. Donc, un grand merci pour vous tous, pour votre attention. Ouais, moi aussi, je suis très heureux. C'est un beau moment qu'on a vécu ce matin. Merci d'avoir été présent. Puis vraiment au plaisir de vous croiser là, pour n'importe quelle opportunité. Sur ce, Totalement. ben, Passez une belle journée. oui, attention à vous. Puis Merci. s'il y en a qui veulent rester pour des questions, commentaires, là, je reste un petit peu. Ah, et mon fils qui vient me voir au même moment. Hey Benoît, salut, attention à toi, plaisir de te voir ce matin. Les cheveux ont allongé, c'est cool, ça te va bien, un côté artistique. Donc oui, mais c'est ça. C'est vraiment, c'est passionnant tout ça. Puis il y a plein d'utilisations. Puis tu sais, moi, je suis pas dogmatique là. Je vous partage mon interprétation que j'ai des nouveaux récits. Ça va vous inspirer. Je pense que prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, puis regardez ce qui émerge aussi chez vous suite à à ces idées-là. Puis notez-les. C'est ça le principe de co-construction qui peut se mettre en marche. Donc sur ça, à moins qu'il y ait une question, je vais terminer ouais, l'enregistrement.